Je vais commencer par remercier très chaleureusement Claude Retta qui a accepté de partager ce moment avec nous, de se plier à notre petit exercice du Club du Livre. Vous remerciez tous de participer à cette rencontre de samedi matin. Et vous dire que cette manifestation s'intègre dans une commémoration qui est celle des 150 ans de la Commune de Paris. Certaines alliances du Brésil se sont réunies pour faire une programmation et aujourd'hui, c'est le début de ce cycle avec ce Club du Livre. L'Alliance française de Rio de Janeiro a publié 2 podcasts auxquels vous avez déjà eu accès. L'un qui est L'Insurgé de Jules Vallès, une lecture, et l'autre qui sont les contes et légendes de Louise Michel. Le 25 mai, nous aurons le Ciné-Club de l'Alliance française de Belo Horizonte avec 3 films. L'un qui s'appelle La Commune de Peter Watkins, l'autre Les damnés de la Commune de Raphaël Messan et le troisième L'émeute sur la barricade de Alice Guy. Le 28 mai, nous aurons une œuvre de théâtre qui sera proposée par l'Alliance française de São Paulo, dont le titre est Pour Louise ou A Desejar da Virtude da Resistência. Ce sont des extraits, des fragments de pièces de théâtre qui sont présentés par l'actrice Béatrice Trachtenberg, qui nous présente donc une sorte de compilation d'œuvres dramatiques. Donc, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer cette commémoration. Pour mémoire, vous avez personnellement étudié la Commune de Paris. Vous savez que c'est un événement qui nous parle encore aujourd'hui parce que dans le cadre de la Commune de Paris, des questions sociétales fondamentales ont été posées et se posent encore pour certaines à l'heure actuelle, et on pourra en parler. Ce club du livre est enregistré, donc ceux qui ne souhaiteraient pas apparaître sur l'écran, eh bien, fermez vos caméras, s'il vous plaît. Pendant le temps où les uns et les autres parleront, s'il vous plaît, gardez les micros fermés, ne les ouvrez que lorsque vous prenez la parole, ça évitera des bruits parasites. Si vous avez des questions, alors certains ont déjà envoyé des questions, mais si vous en avez d'autres, laissez-les sur le chat. On essaiera de donner la parole à tout le monde dans la limite du temps disponible. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, vous pouvez demander un certificat de présence et vous avez un lien sur le chat qui vous explique comment faire. Alors, Claude Retta, je vous la présente. Claude Retta est une ancienne élève de l'École normale supérieure d'Ulm. Elle est agrégée de lettres classiques. Elle est docteur ès-lettres. Elle est directrice du Centre d'études de la langue et des littératures françaises. Elle est directrice de recherche au CNRS. C'est une spécialiste de la littérature française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Et elle a à son actif de nombreuses publications, dont au moins 8, j'en ai compté 8, vous me corrigerez, Claude, sur Louise Michel, dont un intitulé La Révolution en comptant, qui est l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, sur les contes et légendes de Louise Michel et l'ensemble de ses œuvres d'écrivaine. Je vais passer la parole à Claude qui va nous faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes, après quoi je vous laisserai donc poser vos questions selon l'exercice habituel du Club du Livre. Claude, c'est à vous. Merci Yves, merci à tous d'être là. Je suis très heureuse d'échanger avec vous par-delà la distance au sujet de Louise Michel. Alors, je ne sais pas s'il y a 8 livres, 7 livres ou 9, à vrai dire, je ne les ai pas comptés moi-même.
Et si je ne les ai pas comptés, c'est peut-être également parce que je vois l'œuvre de Louise Michel comme une œuvre, justement. Et nous allons peut-être développer un petit peu cet aspect, c'est-à-dire que tout se tient chez Louise Michel. Quelquefois, on a eu tendance à isoler un ouvrage, par exemple la Commune, ou à isoler des chapitres, par exemple les chapitres des mémoires qui évoquent la Commune. Mais ce que nous allons voir ensemble, à partir des contes et légendes de Louise Michel, c'est qu'il y a une cohérence littéraire de l'ensemble. Alors, peut-être pour commencer, je vais vous partager quelques images. Alors, juste une seconde. Voilà, donc pour commencer, peut-être une image qui ne cherche pas le pittoresque. Vous voyez qu'on est dans un endroit bucolique, un peu lointain sans doute. On se trouve tout simplement dans le village natal de Louise Michel, à Vroncourt, dans la rue principale du village qui a été décorée d'une plaque Louise Michel en 1972 dans le sillage du centenaire de la Commune. Voilà. Donc cela nous rappelle un petit peu les repères chronologiques. Née en 1830, morte en 1905, Louise Michel, c'est, comme vient de le rappeler Yves, la communarde bien connue. D'abord, à la veille de la Commune, l'opposante à l'Empire, l'Empire qui s'écroule avec Sedan en septembre 1870. C'est l'opposante ensuite à la capitulation de la France devant l'Allemagne. Puis c'est celle qui s'engage à corps perdu dans l'insurrection parisienne au printemps 1871. 18 mars, ce sont vraiment les grandes dates. Pour un simple rappel, le début de la Commune dans un Paris cerné par les troupes ennemies. Et 28 mai, fin de la Commune avec la semaine sanglante, 21-28 mai, où les Versaillais chassent les fédérés à travers un Paris mis à feu et à sang. En décembre 1871, Louise Michel passe devant le Conseil de guerre et c'est alors qu'elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, où elle est emmenée en 1873 et d'où elle rentrera seulement en 1880 à Paris, fin 1880, dans le contexte de l'amnistie. Une image, quelques images, plutôt une brochette d'images devenue quasiment iconique de Louise Michel. Vous voyez la Louise Michel à la casquette, qui est la Louise Michel en habit de fédéré. Vous voyez au centre la Louise Michel qui a été arrêtée, Louise Michel, chef d'insurrection, et vous voyez enfin Louise Michel avec ce voile noir qu'elle relevait devant ses juges au Conseil de guerre en décembre 1871 avec un regard fixe pour leur dire « si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ». La Commune, on peut dire que c'est ce qui a fait naître Louise Michel comme figure. La Louise Michel avec casquette et fusil, la Louise Michel courant les ambulances et les barricades. Et cette figure est née en particulier du procès de Louise Michel, c'est-à-dire de la comparution devant le Conseil de guerre. Son idée, quand Louise Michel a publié ses mémoires en 1886 chez l'éditeur Roy, c'était de mettre en tête du volume ce qu'elle appelle « Mes procès ». Et parmi ces procès, en premier, devait venir cette comparution devant le Conseil de guerre de décembre 1871. Le voleur illustré du 29 décembre 1871 consacre, donc juste après la comparution de Louise Michel, lui consacre un article sous le titre « La nouvelle Théroigne ». Théroigne de Méricourt, qui était une héroïne de la Révolution, restée célèbre pour les Amazones qu'elle comptait mener au combat. Cet article n'est pas du tout insignifiant dans la mesure où Louise Michel elle-même s'en est emparée à l'appui de la figure qu'elle entend
construire d'elle-même. Donc, vous voyez au centre le début de cet article. Voilà, on est revenu à l'image 3. Donc, voilà l'image que vous n'avez pas vue. Vous aviez vu l'image 3 avec ces 3 photos de Louise Michel. Voici dans l'article du voleur illustré du 29 décembre 1871 qui constitue Louise Michel en une nouvelle Théroigne de Méricourt. Louise Michel tenait fort à cet article qu'elle cite assez longuement dans La Commune, qu'elle a publié en 1898. Vous voyez, comment dire, en si peu de pages qu'il me reste notre histoire, et elle va chercher dans le journal Le Voleur une présentation de sa propre geste, en quelque sorte, avec une petite... vous voyez bien l'image cette fois, oui. Ça a défilé en même temps, avec une petite modification qu'elle fait. On va revenir en arrière. Voyez la 3e ligne au début de l'article. Nous avons annoncé brièvement dans notre dernier numéro la condamnation de la fille Louise Michel, une des rares héroïnes de la Commune qui ose faire face à l'accusation et ne se réfugie pas derrière les dénégations et les circonstances atténuantes. Donc, reprise par Louise Michel. Nous avons annoncé la condamnation de la fille Louise Michel, une des héroïnes de la Commune. Elle a supprimé simplement le mot rare qui la distinguait trop à ses propres yeux des autres femmes de la Commune et de l'ensemble des combattants de la Commune. C'est un article auquel elle tient tellement qu'elle renvoie son éditeur Stock dans les années 1900 à cet article pour avoir une notice biographique d'elle-même. La Commune, donc, c'est le centre flamboyant de cette vie, pourrait-on dire, mais c'est également un événement au sillage long. Ça engage toute la vie qui s'ensuit de Louise Michel. Elle meurt en 1905. Ça engage toute sa vie jusqu'à la mort, comme elle le dit, avec un double programme: venger les morts de la Commune et faire advenir un autre monde social, une autre commune. Donc toute une vie de conférences et d'écriture. Et si elle échange avec l'éditeur Stock dont nous venons de parler, c'est précisément parce que jusqu'au dernier jour, quasiment, elle lui propose et elle lui envoie des manuscrits à publier. Le livre de Louise Michel, La Commune, a paru en 1898, autrement dit 27 ans après l'événement lui-même. Et il ne s'agit pas pour l'autrice de commémorer, parce que pour Louise Michel, l'événement n'est pas clos. La dédicace de la Commune de Répète, je cite, « Du mur des fusillés de mai 71, j'aurais voulu saluer les morts des hécatombes nouvelles, les martyrs de Montjuich, etc. » Autrement dit, c'est un livre tendu vers le présent. Les martyrs de Montjuich, ce sont des anarchistes qui ont été fusillés en Espagne en 1897. Un livre tendu vers le présent et plus encore vers le futur. Louise Michel sent frémir l'heure d'une nouvelle commune qui, cette fois, serait internationale et non plus seulement parisienne. D'autre part, pour Louise Michel, les communards de 71 ont des successeurs. Et c'est un point très important pour comprendre son propos. Ces successeurs des communards sont les anarchistes. Non seulement l'événement n'est pas clos, mais la commune se poursuit à travers une jeune génération arrivée à l'âge adulte au moment de la publication de la Commune. C'est la génération des anarchistes. En 1894, Louise Michel le dit d'une manière extrêmement forte à propos de l'anarchiste Émile Henry, au moment où il est condamné à mort pour l'attentat qu'il a perpétré. Émile Henry, qui est né en 1872 d'un père communard, est un enfant de la Commune pour Louise Michel. Et à travers lui, c'est toute une génération d'enfants de la Commune que désigne Louise Michel, tous ceux qui, dit-elle, au berceau, étaient bercés par le récit des pères communards, bercés par ce qu'elle appelle ces horribles légendes. Enfin, le livre lui-même de la Commune est pris dans un réseau de textes, et c'est pourquoi il est très difficile de sectionner l'œuvre de Louise Michel.
Ainsi, le roman La chasse au loup, paru en 1891, tient de près à la commune, et les deux ouvrages fonctionnent en duo autour d'un centre, qui est d'une part la commune passée, mais en même temps la commune future, le retour triomphal de la commune, que le roman La chasse au loup met en scène en 1891. À l'instant, vous avez peut-être relevé l'expression « les horribles légendes de la commune ». Qu'est-ce que ça signifie pour Louise Michel? Est-ce que ça veut dire que Louise Michel serait une espèce de révisionniste qui met en doute le récit de l'histoire par les communards? Évidemment, ce n'est pas du tout ça. Le terme « horrible légende » dit deux choses connexes. Elle dit quelque chose du côté de l'objet lui-même et du côté du sujet. Du côté de l'objet, l'expression signifie qu'à partir d'une certaine dose d'horreur, l'histoire ne devient plus racontable ou ne devient même plus crédible, ou les deux. Dans le second volume de ses mémoires, en 1890, Louise Michel écrit ainsi à propos d'un fait divers sinistre du monde colonial, je cite, « Il y a des faits modernes qui, après nous, seront contestés, des faits tellement sauvages qu'ils dépassent les mœurs les plus barbares. Ces faits nous forment une légende. La légende, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus vrai? Sous sa robe nébuleuse, elle recèle la forme véritable de la vie de chaque époque. » L'événement qui a donné lieu à ce commentaire de Louise Michel, c'est qu'il s'agit de ce qu'on a appelé l'affaire des îles Alcatraz. Le gouverneur du Sénégal est accusé en 1888 de la mort de 4 Sénégalais qu'il a laissés tout seuls sur un minuscule îlot désertique en les préposant à la garde du drapeau français et qu'il a laissés sans ravitaillement pendant des mois. Donc, plusieurs mois après, on a retrouvé les 4 malheureux à l'état de cadavres. Donc, tellement sauvage que ça dépasse les mœurs les plus barbares, dit Louise Michel, et du coup, il n'y a plus d'écriture historique pour cela, on verse dans la légende. Il y a donc une légende moderne, 1888 par exemple, et la légende ne cesse de se créer à mesure que l'histoire sanglante continue d'être horrible. Donc la légende est liée au passé barbare, mais également au présent barbare. La légende, c'est précisément ce qui permet d'exprimer la barbarie, ce que l'histoire ne parviendrait pas à faire. Et paradoxalement, pour Louise Michel, c'est la légende qui porte une crédibilité et qui parle. Tout cela engage donc un regard sur le passé et sur le corpus général des légendes. Les légendes disent vrai. Que disent les légendes? Elles disent de l'horreur historique, et seules elles peuvent le dire. Ainsi, dans le recueil intitulé le livre du jour de l'an, un instituteur mis en scène par Louise Michel explique aux enfants que les légendes racontent une vérité historique. Non pas en décalquant, encore une fois, mais en donnant l'esprit de l'histoire dans son état d'horreur et de barbarie. Et qu'y a-t-il dans les légendes? Eh bien, il y a beaucoup d'ogres, surtout des ogres. On a l'embarras du choix entre les ogres, d'où dans le livre du jour de l'an, un chapitre qui s'intitule « Encore des ogres ». Exemple d'ogres donnant lieu à des contes et légendes dans le livre du jour de l'an, Gilles de Rais, l'ogresse de Mauléon. Donc, de vrais ogres de légende, mais également de vraies figures historiques. Et dans le présent, l'ogre également hante les textes de Louise Michel. Quel est l'ogre par excellence? C'est la société elle-même. La société ogresse qui apparaît dans une sorte de majesté sanglante à la fin du livre de la Commune en 1898, à travers une citation du poète Eugène Pottier, poème intitulé « L'anthropophage », je cite, « Je suis la vieille anthropophage, j'ai mangé ton père,
et je mangerai tes enfants. Eugène Petit, rappelons-le, est également l'auteur de l'Internationale, où l'on entend « Combien de nos chairs se repaissent ». Donc la légende, l'ogre, l'anthropophagie, la dévoration de l'humain, tout cela se tient et tout cela permet un énoncé de l'histoire plus vrai que ne le peut l'écriture elle-même de l'histoire. Ce que cela dit, légende horrible du côté du sujet, c'est que Louise Michel, en tant qu'écrivaine, en tant qu'autrice, est à la recherche d'une expression. Les légendes, pour elle, c'est la parole des écrasés, la parole de ceux qu'on essaie de faire taire. La légende elle-même, pour Louise Michel, met en scène ses auteurs, ses inventeurs, les nains, les déformés, toutes les victimes d'une oppression qui a marqué leur corps. Tous ceux qui ont été abîmés par l'ogre, en quelque sorte. La légende est donc un mode d'expression qui se différencie de l'écriture historique, mais qui dit l'histoire. C'est une expression de l'histoire du côté des vaincus et des laissés pour compte de l'histoire. Cela va de pair avec un enracinement de Louise Michel dans le terroir haut-marnais, et nous revenons un petit peu à l'image que je vous montrais tout à l'heure, Vroncourt. C'est tout le monde des veillées, de ce qu'elle appelle l'écraigne, d'un mot du terroir. Tout cet univers au coin du feu, en écoutant hurler les loups et hurler le vent. C'est tout cela qui marque Louise Michel, et c'est de cela qu'elle date, dit-elle, sa révolte. Je cite, « De mes soirées à l'écraigne du village date un sentiment de révolte. J'ai aussi retrouvé bien souvent. » Révolte contre quoi? Eh bien, contre les ogres, d'où contre la société ogresse également, contre l'ordre sanglant du monde, si l'on veut résumer, et également contre tout ce qui mange du vivant, pourrait-on dire. Et c'est intéressant que Louise Michel mette sur le même plan ce sentiment de révolte et son horreur de la viande carnée. Donc, sentiment de révolte sociale et horreur de la viande carnée. Tout cela, au total, anime du dedans la pratique d'écriture de Louise Michel et nous permet de la comprendre mieux. Et cela permet notamment de comprendre qu'il n'y a pas dans l'œuvre de cette écrivaine ce qui constituerait d'un côté des éléments d'histoire et de l'autre côté de la littérature, mais il y a une œuvre qui compose un tout et qui est engagée tout entière dans un mode d'expression original et complexe. Tout le roman de la chasse au loup, par exemple, se construit à la fois sur des schèmes légendaires, la chasse infernale, le grand veneur, etc., et sur des éléments historiques, la chasse au communard pendant et après la semaine sanglante, et notamment la chasse au communard après la semaine sanglante dans les souterrains et catacombes de Paris. Et l'idée de la chasse au loup, c'est que les choses se retournent, la chasse se retourne, les traqués se rebellent et à leur tour, ils donnent la chasse aux prédateurs à l'échelle internationale. Donc, le roman écrit un retour et une victoire de la commune. Toute cette implication de Louise Michel dans l'univers de la légende va de pair avec la grande vague des études folkloristes en France à la fin du XIXe siècle. Et au moment où Louise Michel écrit ses mémoires, en 1886, les savants commencent à se pencher avec passion sur la collecte du fonds oral, populaire, légendaire, et de tout ce qui est en train de disparaître. Lorsque j'ai commencé à travailler à ce qui est devenu le recueil La Révolution en comptant, dont je vais vous afficher la couverture, je subodorais l'importance vitale de l'univers de la légende pour Louise Michel, et cependant,
je ne me rendais pas encore compte de l'importance des contes et légendes en termes de volume dans l'œuvre de Louise Michel. Et donc, petit à petit, j'ai vu, et mon éditeur a vu en même temps, croître le volume jusqu'à quelque chose de tout à fait considérable, puisque c'est un livre qui recueille plusieurs livres, en quelque sorte. Les crimes de l'époque, le livre du jour de l'an, qui a donné lieu aux contes et légendes ensuite, les légendes et chants de gestes kanak, les légendes et tombeaux, qui ont paru uniquement dans la presse de 1881, le Gaïvon, légende bretonne, que Louise Michel a publié pour l'anniversaire des 10 ans de la Commune en 1881, les légendes en vers qui courent à travers son œuvre poétique, une fête de Catilina qui est un conte de jeunesse et différents textes de jeunesse. Bref, j'ai été surprise moi-même au fur et à mesure que j'avançais de l'étendue de la matière. Et je me suis rendu compte que l'écriture des contes et légendes était absolument essentielle chez Louise Michel. Il n'y a pas seulement des contes pour les enfants, mais des contes pour les adultes, en croisant les deux, en quelque sorte. Louise Michel écrit un Gilles de Rais pour les petits-enfants, ce qui est assez provocateur quand on y pense, sachant le monstre pédéraste qu'était Gilles de Rais. Donc ça relève quand même du défi d'écrire un Gilles de Rais pour les petits. Mais inversement, elle écrit pour les adultes plusieurs histoires du petit chaperon rouge, évidemment réadaptées à de nouveaux scénarios, et en général à des scénarios qui questionnent la société contemporaine de Louise Michel. C'est par des légendes que Louise Michel a accès, et un accès extrêmement original et empathique, et très novateur en son temps, au monde culturel de la Nouvelle-Calédonie. Et ça aussi, c'est extrêmement frappant. C'est ce qui lui permet également d'avoir accès à un autre terroir, de la Haute-Marne à celui de la Bretagne. Louise Michel est une passionnée de la Bretagne, pour plusieurs raisons, à cause des mobiles bretons qu'elle a vu fusiller le peuple parisien insurgé pendant les années 70-71. Et donc, elle imagine la conversion de ces mobiles bretons à la Révolution prochaine. Mais c'est également la Bretagne, et c'est en même temps la Bretagne, terre de légende, qui la fascine. D'où cette légende bretonne, le Gaïvon, qu'elle publie pour les 10 ans de la Commune. Autre point essentiel, c'est par la légende que Louise Michel se constitue de l'intérieur même de son œuvre en figure, et presque en figure fantastique ou en figure de légende. C'est tous ces textes, cette nébuleuse de textes qui concerne ce qu'elle appelle la femme en noir. La femme en noir, c'est elle-même. Voici quelques extraits sur la femme en noir qui sont assez frappants. Voilà, donc ce sont 2 pages du recueil La Révolution en comptant, page 437 et page 470. Nous allons prendre la page la plus à droite. Donc c'est un extrait d'un roman de Louise Michel inachevé. J'allais dire qu'il n'a pas paru, mais si, les premières livraisons ont paru, sont quasiment introuvables aujourd'hui. Donc voici une des livraisons qui met en scène une certaine Berthe. En haut de la page, au milieu de la place, une femme vêtue en noir, regardant aux fenêtres maudites les faces pâles des Bretons, se disait « Vous serez à nous un jour fanatique ». Et les balles pleuvaient toujours avec leur petit bruit de grêle. La place s'était faite déserte. L'épisode se situe le 22 janvier 1871, lorsque les Parisiens manifestent devant l'hôtel de ville pour refuser la capitulation. Un peu plus loin, près de la femme en noir, au milieu de la place, était tombée une autre femme également en noir qui lui ressemblait. Personne ne l'a reconnue. Cet épisode-là revient aussi bien dans les mémoires de Louise Michel, cette fois à la première personne. À côté de moi, dit-elle, se trouvait une femme en noir, son double,
qu'elle voit tomber sous les balles des mobiles bretons. Et dans la commune, également à la première personne, une femme en noir à côté de Louise Michel, double de Louise Michel, qui tombe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tout est à la troisième personne. Il y avait une femme en noir près de laquelle était une autre femme en noir. On voit se dédoubler Louise Michel, dont une tombe et dont l'autre reste. Ce qui évoque également ce titre particulièrement affectionné de Louise Michel, à travers la mort, comme si elle avait traversé la mort. Mais cette traversée de la mort débouche sur la constitution d'une figure étrange, la femme en noir qui reste, quasiment à distance du jeu, du moi, et propre à vivre une vie entièrement dévouée à la révolution. Enfin, par la légende, se définit ou s'exerce plutôt une certaine action sur l'imaginaire. C'est tout ce qui concerne l'art du conteur, l'art de la parole, c'est-à-dire l'art d'une parole qui a des effets, qui induit des états, qui induit des actions. Et c'est très frappant, quand on se penche sur les récits des voyageurs en Océanie et en Nouvelle-Calédonie, de voir que tous ces voyageurs français, notamment, qui ne comprennent pas un mot de kanak, comprennent très bien, en revanche, en voyant des conteurs kanak raconter leurs contes dans des veillées au coin du feu, ils voient le conte, ils voient ce qu'ils ne comprennent pas et ils voient les réactions. Donc à la fois des effets hypnotiques, parce que le conteur kanak est ami des répétitions, ami des méandres, et en même temps des effets exaltants, puisque les conteurs racontent comment, à l'issue du conte, eh bien, tous les auditeurs se lèvent en brandissant leurs armes, par exemple, en tout cas dans un état d'exaltation, notamment guerrière. Et tout cela, toute cette idée d'un effet de la parole, cela engage le rapport de Louise Michel à la littérature. La légende n'est pas du tout quelque chose de décoratif pour elle, c'est quelque chose qui fait effet. Alors, qui fait effet de quelle manière? Eh bien, qui enserre l'imaginaire, qui n'est pas linéaire, qui captive l'imagination et qui a partie liée avec l'onirique, coin du feu, c'est-à-dire entre la lumière et la nuit. Tout cela nourrit ce que Louise Michel appelle la veillée des armes. Et quand elle met en scène une veillée des armes, c'est-à-dire très souvent dans son œuvre, y compris dans la commune, la veillée des armes est essentielle, elle précède et elle prépare le combat. Et justement, on est au coin d'un feu et on raconte des choses. C'est ainsi que par la légende également se construit une pensée de l'humanité, tout simplement. Une pensée très ambitieuse, une pensée de l'humanité en cours de construction. L'humanité, c'est-à-dire le grand corps collectif. L'être humain, écrit Louise Michel, a commencé avec le feu, c'est-à-dire avec le coin du feu. Le feu est social par essence. Il crée la collectivité et il crée l'échange par la parole. À tout cela est liée également une rêverie cosmogonique de Louise Michel. Au coin du feu, on se raconte des légendes qui parlent des ogres, mais qui parlent également de l'histoire de la Terre. Et toutes sortes de légendes que Louise Michel aime à rassembler, à citer. Toutes sortes de légendes racontent les évolutions du globe, les volcans, les inondations, les cataclysmes, etc. Tout cela pour Louise Michel, encore une fois, c'est un tremplin pour se projeter vers le futur. Et c'est assez typique de sa démarche, que chaque fois qu'elle va vers le passé, par un effet de rebond, elle se projette vers l'avenir. Donc si les légendes nous disent, par exemple, qu'il y a eu une Atlantide engloutie, eh bien pour Louise Michel, c'est la promesse d'une Atlantide future. Si les légendes nous parlent de volcans qui ont changé la face des continents, eh bien c'est la promesse pour Louise Michel, c'est l'assurance que la Terre travaille toujours souterrainement et que de nouveaux cataclysmes vont amener bien, une nouvelle figure du monde. Ce qui fait que c'est à travers la légende que se perçoit tout, à la fois toute sa lecture du passé et toute sa prophétie de l'avenir. Du côté social, les ogres, mais
au futur un monde nouveau où l'harmonie régnera, et également du côté géologique, les bouleversements de la Terre avec la promesse d'une Terre renouvelée. D'où les pages extrêmement ambitieuse de Louise Michel sur un monde nouveau qui engage non seulement une société renouvelée, une société harmonique, comme elle dit, mais un homme nouveau avec des sens nouveaux sur une terre nouvelle. Voilà. La révolution pour Louise Michel, c'est un phénomène à la fois naturel et social. Il n'y a pas de révolution sociale sans un engagement de la nature elle-même. Au total, donc, la légende chez Louise Michel, c'est quelque chose de vital au sein de l'écriture, mais également au sein de la pensée, puisque ça permet d'exprimer une rénovation totale de la société, comme du globe, et peut-être même au-delà, puisque Louise Michel est une romantique très conséquente à sa manière, c'est-à-dire que tout se tient et on ne peut pas changer un point sans changer l'univers. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour échanger autour de tous ces thèmes, car je ne voudrais pas surtout accaparer la parole. Merci beaucoup, Claude. C'est passionnant, véritablement. Alors, vous avez vraiment piqué ma curiosité avec ce Gilles de Rais pour enfants. Il se trouve que je suis nantais et que l'histoire de Gilles de Rais hante la mémoire collective nantaise et est souvent confondue avec le conte indien de Barbe Bleue et parfois aussi avec l'histoire populaire de la Dame Blanche, la figure de la Dame Blanche, parce que Gilles de Rais utilisait une rabatteuse pour kidnapper les enfants. Et donc, dans les campagnes, on a confondu un peu cette figure de cette femme qui arpentait les campagnes pour voler des enfants avec la figure de la Dame Blanche. Donc, il y a une vraie superposition de plusieurs contes et légendes sur cette réalité historique que je connaissais par Huysmans et par Tournier, mais j'ignorais totalement que Louise Michel avait fait ce travail un peu, effectivement, incroyable, paradoxal, de faire un Gilles de Rais pour enfants. Alors, je vais laisser la parole aux participants hein, qui ont, pour certains, déjà préparé quelques questions. Et on va commencer par João Marcos de Araújo, qui a une question à vous poser. Bonjour, Madame Heta. Bonjour. J'ai trouvé intéressant le choix des personnages de Louise Michel. Comme on parle d'une actrice qui a vécu dans la période de la Commune de Paris, je pensais que la voie la plus naturelle serait d'avoir le peuple comme protagoniste. Et pourtant, à part l'histoire des chéchettes, les protagonistes sont des riches. Je voudrais savoir quel était le contexte dans lequel elle a écrit ses contes, comment ça a pu influencer ses choix créatifs, etc. Et quelles étaient les intentions derrière ces choix? Merci de votre question. Donc, vous voulez parler des protagonistes des contes et légendes en particulier ou des protagonistes en général dans l'œuvre de Louise Michel? Non, seulement les contes et légendes. Contes et légendes. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les contes et légendes, c'est un recueil qui est apparu en 1883-84, fin 1883 exactement, pour être vendu avec les étrennes au début 84. Et c'est un recueil, je ne sais pas comment dire, un peu martyr. C'est un recueil qui a été, osons le mot, censuré par l'éditeur. Le livre du jour de l'an, dont je vous parlais à l'instant, et les contes et légendes sont le même livre, enfin devraient être le même livre. Et le deuxième, c'est-à-dire les contes et légendes, aurait dû être, pour résumer un peu grossièrement, mais aurait dû être un livre du jour de l'an augmenté de nouvelles légendes, augmenté de dessins, Louise Michel. Et en fait, ça a été l'inverse. Les contes et légendes
de 1884 reprennent, à l'exception peut-être d'un texte ou deux, au grand maximum, le livre du jour de l'an paru en 1872. En revanche, presque une quinzaine de textes ont été soustraits, de mémoire 13, si je me souviens bien, et notamment toutes les histoires d'ogres. Donc, Gilles de Rais également. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que, eh bien, même à travers une forme extrêmement enveloppée, les histoires d'ogres étaient susceptibles de choquer un électorat. À ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi, au lendemain de la Commune, des histoires d'ogres écrites par Louise Michel pouvaient-elles choquer le lectorat? Ben, la réponse est assez facile à comprendre, mais c'est intéressant, en tout cas. Donc voilà, les Contes et légendes de 1884, c'est un recueil que... Alors, c'est Louise Michel, mais c'est un recueil qui a été mutilé, en fait. Et qui a été mutilé dans un sens extrêmement anesthésiant, extrêmement lénifiant. Non seulement des textes ont disparu entre 1872 et 1884, mais en 1884, il y a une préface par un grand ami de Louise Michel, Henri Rochefort. Et cette préface s'ingénie à montrer que Louise Michel, c'est vraiment la bonne Louise Michel qui ne fait pas de mal à une mouche et qui a écrit des jolis contes pour les enfants. Alors oui, ces contes sont jolis une fois qu'on a retiré les ogres. Donc c'est une Louise Michel qui ne fâche pas, qu'on publie en 1884, que l'éditeur, qui s'appelait Madame Keva, publie en 1884. C'est là qu'on voit à quel point l'édition des textes permet de comprendre leurs projets et leurs heures et malheurs, si j'ose dire. Dans le cas des Contes et légendes, c'est un malheur pour nous, en tout cas aujourd'hui, parce qu'on perd quelque chose de la substance originelle. Du point de vue de la vente du recueil, c'est peut-être un bonheur, parce que le livre a été distribué comme livre de prix dans les écoles. Et on trouve, il a été très diffusé. On trouve beaucoup chez les libraires anciens, des exemplaires pour les écoles, des exemplaires de remise des prix, avec les armes de la ville de Paris et le nom de la petite fille qui avait bien réussi ses devoirs de mathématiques, par exemple, et qui, en récompense, a eu un exemplaire des Contes et légendes de Louise Michel, sachant que même sur ces exemplaires, non seulement presque 15 contes ont disparu de la matière, mais le nom de Louise Michel a été retiré à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Contes et légendes par Louise Michel, on voit par L.M. institutrice. Voilà, donc il y a quand même des effets de gommage assez flagrants, mais assez intéressants également. Et donc, ce que vous dites des protagonistes est, je pense, très juste. Je crois que vous avez senti, c'est la conséquence de ces gommages. Quant au personnage même du peuple chez Louise Michel, il est très important. Et je crois, à travers une sorte de personnage collectif qu'elle met en scène, à la fois dans ses poésies et dans un roman en particulier, c'est ce qu'elle appelle dans les poésies le troupeau humain. Bon, ça semblait un terme péjoratif. Et c'est ce qu'elle appelle dans La chasse au loup les tramps. Donc elle prend le mot anglais, tramp, vagabond, elle le francise, elle l'intègre tel quel dans le roman, et du début à la fin de La chasse au loup apparaît régulièrement ces tramps qui ne se déplacent qu'en troupeau, qui ont la tête toujours à terre. Alors c'est une vision, vous allez dire que c'est une vision du peuple vraiment horrifique à la limite et péjorative, mais pas du tout, parce que avoir la tête, être une espèce de bison, je crois qu'elle dit à un moment, qui fouille le sol, qui avance comme ça par une sorte de front humain serré et indistinct, c'est pour Louise Michel être en pleine potentialité de se mêler avec la terre, justement. Et à partir de là, d'entrer
dans une alchimie tellurique, dans une alchimie de germination qui débouche sur un germinal. Donc, plus les trams, pour elles, vont vers le bas, ont l'air de s'enfoncer dans la boue qu'ils piétinent, plus ils deviennent promesses de tout ce qu'elle appelle fermentation, germination, etc. Et donc de monde nouveau. Et toujours là, on retrouve d'ailleurs cette espèce de liaison très forte du social et du naturel. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Claude. Laetitia Costa avait aussi une question à vous poser. Bonjour à tous. Je vais poser la question de ma camarade de classe, Natacha, et c'est Madame Reta. La veille chuchette, l'histoire qui m'a le plus intéressée. Le personnage principal est décrit comme une femme tellement disgraciée de la nature, tellement étrange à voir ou à entendre, que son seul aspect est un sujet de triste étude pour les uns et de folles moqueries pour les autres. L'auteur, Louise Michel, était une femme anarchiste et révolutionnaire du 19e siècle. Et est-il possible de dire que Chuchette a un trait autobiographique? Peut-être qu'elle représente la façon dont l'auteur se sentait face à la société de l'époque. J'ai eu l'impression aussi de la mort du personnage véhicule le message qu'il y a de la noblesse dans les sacrifices faits au nom des idéaux. Alors oui, autobiographique, oui et non. Je pense que ça va largement au-delà de l'autobiographie ou de la projection personnelle. D'abord, à vrai dire, je ne suis pas sûre que Louise Michel se projette en Chéchette, au sens où elle ferait un décalque de son moi à travers cette figure. Elle aime se projeter à travers le roman, mais elle ne se projette pas toujours là où on l'attend. Par exemple, dans La Chasse au loup, elle se projette sur le personnage d'un nihiliste russe. Donc, je vois bien à quoi vous pensez, l'être disgracié de la nature, Louise Michel, qu'on a toujours présenté quasiment comme un monstre horrifique, justement, propre à faire peur aux petits-enfants. Oui et non. Là où la vieille Chéchette rejoint un schème imaginaire extrêmement fort et extrêmement positif pour Louise Michel, c'est que pour elle, elle incarne la vie au contact de la nature et notamment une forme nomade de l'existence. Je vous renvoie pour cela au roman Le Bâtard impérial, dont vous pourrez trouver l'édition originale sur Gallica, par exemple. Alors, c'est un énorme roman que Louise Michel a publié en collaboration, mais dont elle a écrit une très, très grosse partie. Et à la fin, on voit apparaître deux êtres errants qui sont des tziganes, sachant que les tziganes sont une figure extrêmement positive pour Louise Michel. C'est l'errance, le nomadisme, la vie en phase avec la nature. Et ces deux tziganes redeviennent des êtres de la nature à la fin du roman. D'une part, ils ont quitté la société, ils habitent une grotte, ils ont adopté deux petits loups, des vrais petits loups, des louveteaux. Ils se sont vêtus de peau de bête, ce qui fait qu'eux-mêmes ont l'air de bêtes humaines, et ils sont libres. Donc je crois que là, avec la vieille Chéchette, on rejoint ce rêve de nature et liberté qui habite Louise Michel. Et encore une fois, très au-delà du décalque moi, elle. Hein. Merci. Janaïna Mafra aussi souhaitait poser une question. Bonjour, madame. Bonjour. Je pense que dans la légende de la vieille Chéchette, il y a une leçon. C'est Chéchette, une étrange vieille folle, une femme de la nature qui, malgré les préjugés et grossièretés qu'elle a souffert, sauve un enfant de la mort, du feu. Elle donne à tous une leçon extraordinaire d'humanité,
Est-ce pour cela que la légende se termine par la phrase suivante? Ne vous moquez jamais des fous ni des veillards. Alors, le sauvetage, vous n'avez peut-être pas terminé, pardon, je vous interromps. Non, j'ai terminé, merci. Le sauvetage de l'enfant est tout à fait symbolique, en effet. C'est un certain nombre de romans de Louise Michel s'achèvent par la mort de l'ancienne société et la naissance de la nouvelle société comme un nouvel enfant qui naît. Donc voilà, on peut le lire comme ça. Et ne vous moquez jamais des fous et des vieillards, eh bien, ça rejoint l'espèce de tendresse profonde que Louise Michel manifeste d'un bout à l'autre de son œuvre pour les disgraciés et les déshérités, et en particulier pour les fous. C'est très net dès les années 1860, à travers les écrits de Louise Michel. Elle aime écrire sur les fous et mettre en scène des fous dans ses romans, qui évidemment se révèlent être habités d'un mode de sagesse. Oui, merci. Daniel, c'est à vous. Ah, peut-être qu'il n'est pas là. Bonjour. Ah, ah. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Malgré les inégalités sociales sont encore des problèmes dans le monde contemporain, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que ces dernières années, plusieurs événements à travers le monde montrent que nous vivons une époque de polarisation irrationnelle. Les leaders populistes exploitant le pouvoir des réseaux sociaux. Et ma question, c'est, à votre avis, quels sont les nouveaux écrivains francophones qui nous inspirent, comme Louise Michel, sur le thème de la fraternité, la tolérance, la charité et la paix mondiale, la paix dans l'humanité? C'est une question très délicate. C'est très délicat de tracer des parallèles entre un écrivain et un autre, entre le passé et le présent. Donc, je vais vous répondre d'une manière un peu jésuitique peut-être, mais il me semble que si vous posez la question, c'est que vous avez peut-être une idée et que vous avez des noms à nous proposer pour ce parallèle que vous tentez subrepticement d'établir. Vraiment non, j'ai besoin de suggestions. Ouais. Non, je vous avoue que je ne me risquerai pas à l'exercice acrobatique de vous désigner une Louise Michel des temps présents. Non, je ne sais que vous répondre sur ce plan-là. Merci Claude. Juliana, tu avais aussi quelques questions à poser. Merci beaucoup, madame. J'ai plusieurs questions à vous poser, c'est vrai. Mais je voudrais savoir, si c'était possible, né? Quel pourrait apporter Louise Michel à notre siècle, à notre 20e siècle? C'était possible de faire une relation? Qu'est-ce que cette femme pourrait nous apporter au 20e siècle? Alors, au 21e siècle, en tout cas, au 21e siècle, je crois que Louise Michel est encore à redécouvrir d'abord. S'il y a quelque chose que j'ai réalisé en travaillant sur Louise Michel, c'est à quel point cette figure archi connue restait méconnue. Et j'étais la première stupéfiée de m'apercevoir en 2014-2015, que je pouvais tomber sur des inédits complets de Louise Michel, comme un roman complet du début à la fin, La chasse au loup, qui non seulement était inédit, mais avait disparu des bibliographies. De même pour le second volume des Mémoires.
Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup à trouver du côté de Louise Michel. Et ce qu'elle peut nous apporter, c'est peut-être un nouvel élan pour la mise en question de nos préjugés. On croit connaître le passé, on croit connaître une figure. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup est encore à émerger. Donc, s'il pouvait y avoir un progrès du côté des remises en question, pourquoi, et de la réflexion sur nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on fige le passé sur certaines formes, finalement? Pourquoi est-ce qu'avec une personnalité et une œuvre aussi riche que Louise Michel, il arrive qu'on la réduise tellement qu'on n'est plus que, ma foi, une sorte de petite tête en bronze et puis un slogan. Alors que ce n'est pas du tout ça, et c'est un personnage complexe. Donc, ce qu'elle peut nous apporter, c'est une réflexion sur nos propres procédés, sur nos propres procédures, sur notre manière de comprendre l'histoire, sur notre manière également de concevoir l'art et la littérature, qui ne sont pas des à côté. Et la grande leçon de l'œuvre de Louise Michel, c'est qu'il n'y a pas d'un côté une révolutionnaire, et puis en traçant une ligne bien noire, bien grasse et bien épaisse, de l'autre côté, une écrivaine. C'est la même personne. Pour Louise Michel, écrire fait partie de l'acte militant et révolutionnaire. Et quand je dis écrire, écrire en écrivaine, pas seulement écrire des discours ou écrire des slogans anarchistes. Activer l'imaginaire fait partie de l'engagement pour Louise Michel. Donc c'est cet ordre-là ce que nous apporte Louise Michel, c'est-à-dire une remise en question peut-être de nos cloisonnements, de nos routines de pensée et une capacité de percevoir les choses avec nuance. Et de ne pas pratiquer, enfin Louise Michel n'est ni dans une boîte ni dans plusieurs boîtes. Vous voyez, je crois qu'il y a là une énergie à la fois du personnage militant et du personnage écrivant qui est absolument sidérante. Merci beaucoup. Il me semble que tu voulais aussi parler de la femme écrivaine, non, Juliana? J'ai une autre question, merci. Comment était la ville, s'il te plaît, comment était la ville d'une femme au 19e siècle, une femme écrivaine au 19e siècle? J'ai mal entendu le début de la question, pardon. Comment était la ville? Comment était la vie d'une femme écrivaine au 19e siècle? Alors, la vie de Louise Michel n'est pas la vie de n'importe quelle écrivaine. C'est même une écrivaine très particulière. C'est une écrivaine qui n'arrête pas d'écrire, d'abord, mais qui sème ses écrits à tout vent. C'est la vie d'une femme qui est extrêmement occupée, j'ose pas dire surbookée. Hein, vous avez vu sa vie trépidante, manifestations, etc. Et donc, elle voit arriver comme une sorte de bonheur paradoxal les épisodes d'emprisonnement. Parce qu'en prison, on a enfin la paix et on peut écrire. Donc, Louise Michel écrit beaucoup en prison. Elle écrit de la poésie, des romans, de tout. Ses mémoires de 1886, elle les a en grande partie écrits en prison, après avoir été incarcérée à la suite de l'affaire de 1883, la manifestation des Invalides. Donc voilà, la vie d'une écrivaine type, je ne sais pas si cela existe au 19e siècle, dans la mesure où l'écrivaine n'est pas vraiment reconnue socialement. La vie d'une écrivaine au 19e siècle, je dirais, c'est une vie qui est en train de se construire et qui se gagne sur les préjugés régnants. Donc Louise Michel, eh bien, c'est quelqu'un qui a manifesté une assertivité littéraire absolument étonnante, dans la mesure où
régulièrement, on a essayé de lui prouver que voilà, ce qu'elle écrivait, c'était des fadaises, hein, ça n'avait pas de sens. Louise Michel, ambulancière, oui. Louise Michel, institutrice, oui. Louise Michel qui s'occupe des petits-enfants, oui. Mais Louise Michel qui écrit des histoires, billevesées. Eh bien, malgré tout ça, non seulement elle a continué, mais elle n'a pas cessé de construire une œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Je n'en vois pas sur le chat. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Je peux appeler quelqu'un, monsieur, juste une minute, parce qu'il y a des autres questions qui sont envoyées. Louise, c'est la professeure c'est une élève d'Anna Louise. S'il te plaît, tu peux poser ton question, Louise. Ah oui, bonjour à tous. Je crois qu'en répondant à la première question et peut-être la dernière, vous avez déjà parlé un peu de ce que je vais poser. La question de mon groupe a rapport avec ça. Est-ce que ces œuvres ont connu un grand succès auprès des lecteurs de l'époque? Et est-ce qu'elles sont connues en France aujourd'hui? Alors, auprès des lecteurs de l'époque, oui et non. Par exemple, les mémoires qui ont paru en 1886 ont eu un lectorat très large. Ils ont été relayés par la presse la plus générale, la plus importante de l'époque. C'était un peu un coût éditorial pour l'éditeur que de livrer les mémoires de la figure révolutionnaire archi connue Louise Michel. Donc, c'est délicat de répondre à ça parce qu'il y a plusieurs facettes à la question. Louise Michel était archi connue. En 1882, elle apparaît au musée Grévin. C'est-à-dire, dès l'ouverture du musée Grévin à Paris, elle y est. Et elle y est, pas n'importe comment, elle y est comme oratrice, elle y est à la tribune. Donc, elle y est dans sa pleine dimension de femme de parole et de femme médiatique. Entre la femme de parole et la femme qui écrit des œuvres littéraires, il n'y a pas une si grande distance. Ces discours sont souvent à la fois des discours qui ont eu une réalité orale et des discours qui ont une réalité écrite pour nous. Par exemple, Prise de possession, qui est apparue au début 1890, c'est une brochure qui est assez répandue et qui visiblement reproduit non pas, peut-être pas un discours en particulier de Louise Michel, mais des thèmes de ces discours du moment. Par exemple, quand elle va parler à Vienne pour le 1er mai 1890, à Vienne en Isère, non pas hors de France, elle a, d'après les rapports de police, d'après ce que disent certains témoins, etc., un propos qui est très près de ce que nous pouvons lire dans cette brochure Prise de possession. Donc, il est certain que ce qu'elle disait dans ses discours oraux, elle le disait également dans la version écrite, dans la version publiée, à quelques différences près, sans doute. Ensuite, les romans de Louise Michel, par exemple, ont été presque systématiquement assassinés hein, au moment de leur publication, et assassinés en particulier par les amis de Louise Michel. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que les amis font un sort à ces romans, les amis idéologiques font un sort à ces romans pour entrer dans le discours. Louise Michel, révolutionnaire, très bien. Louise Michel, romancière, billevesée. Et là, on voit naître ce préjugé ou ce topos
qui a été actif jusqu'à encore récemment. Merci, Donc, je pense, pour vous répondre tout de même, pardon, pour répondre tout de même d'une manière claire, Louise Michel, comme écrivaine, n'était pas reconnue comme écrivaine de son vivant. Non pas qu'elle soit niée comme écrivaine, mais parce que la figure, la révolutionnaire, l'anarchiste, l'actrice des manifestations, etc., écrasait en quelque sorte l'autre facette. Merci Claude. Ça répond également à la question que se posait Isabella sur qui était la plus reconnue de l'écrivaine ou de la militante. Vous venez de l'expliquer, vous venez d'y répondre. Francisca, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour. Ma question, c'est si elle était consciente de l'impact que son travail et ses actes avaient à l'époque. Je pense que oui, certainement. C'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas dévié d'une ligne. Et ce qui est très frappant, c'est que les attaques très violentes qu'elle a eu à essuyer, eh bien, ont glissé sur elle, visiblement, et ne l'ont pas empêché de continuer mordicus à la fois son combat et ses écrits. Donc, une attitude aussi déterminée et énergique ne peut venir que de quelqu'un qui croit aux effets de ce combat. Maintenant, de quelle manière Louise Michel croyait-elle aux effets de son combat? On retrouve un peu la question de la littérature. C'est quelqu'un qui ne croit pas aux effets directs et linéaires. Donc, quand Louise Michel écrit ou quand Louise Michel parle, elle est certaine de semer à tout vent, pour ainsi dire. Et elle est certaine que même si on lui jette des pierres à la fin de la conférence, eh bien, des graines s'envolent et vont croître ailleurs. Et elle est certaine qu'il y a des cheminements imprévisibles et inattendus. Elle est certaine de l'incertain, en quelque sorte. D'accord, merci. Merci. Janaïna, vous aviez une question à poser également. Merci. Madame, je pense qu'elle déjà a répondu, je pense, cette question que nous avons formulée pendant la classe d'aujourd'hui. Comment l'expérience de la commune a influencé les écrits de Louise Michel? Car on dirait qu'il y a une complémentarité entre ses écrits et sa vie, une complémentarité entre sa théorie et sa vie pratique. Mais je pense qu'elle a déjà répondu cela quand elle a parlé de l'importance de la légende pour la écrivaine. Oui, mais je veux bien y revenir un petit peu. La commune est absolument au centre de l'œuvre de Louise Michel, qui suit la commune, parce qu'il y a une œuvre de Louise Michel avant la commune, et c'est assez intéressant également. On assiste à travers Louise Michel à la rencontre d'une personne et d'un événement, en quelque sorte. Donc, à partir du moment où Louise Michel est passée à travers de la commune, vous retrouvez la commune à travers tous ses écrits. C'est quelque chose dont je traitais récemment lors d'une autre conférence, parce que un de mes collègues m'a dit, en lisant, un collègue m'a dit, finalement, elle parle peu de la commune. Et j'étais très frappée. Enfin, je me posais la question de savoir ce que c'était que parler de la commune pour Louise Michel et pour nous. Et j'y ai un peu répondu entre les lignes en vous expliquant que pour la commune, pour Louise Michel, la commune n'était pas close, n'était pas achevée, et d'autre part, les communards se prolongeaient à travers les anarchistes. Donc, quand Louise Michel évoque les attentats anarchistes, par exemple, elle est certaine, elle, de parler de la filiation de la commune.
la continuité de la commune. Et là où nous, avec une vision étroite de la commune, surtout si nous entendons par commune les événements entre mars 1871 et mai 1871, là où nous avons l'impression qu'il n'est pas question de la commune, pour elle, il est question de la commune. Et quand on lit l'œuvre avec ce regard-là, on s'aperçoit que je ne sais pas comment dire, le réseau des images et des allusions ramène sans arrêt à cette idée d'une commune passée, certes, mais qui n'est pas passée et qui va revenir. Donc la commune est absolument au centre de l'œuvre de Louise Michel, à ceci près qu'il faut bien garder en mémoire que pour Louise Michel, la commune, ce n'est pas seulement un laps de temps qui va du 18 mars 1871 au 28 mai 1871. La commune pour Louise Michel, c'est du temps long et à la limite, c'est du futur. Et quand je dis à la limite, c'est une expression bête, parce que pour Louise Michel, intrinsèquement, la commune, c'est du futur. Quelque chose a commencé en 71, la commune a commencé, mais la commune n'est pas finie. Oui, et l'acte même d'écrire, pour Louise Michel, c'est participer à cette commune. La commune n'est pas morte, comme dit la célèbre chanson. Exactement, exactement. Je vais à mon tour vous poser une question, ce sera probablement la dernière. Malheureusement, notre séance se termine, mais franchement, je pense qu'on aurait été tous prêts à continuer. C'est vraiment passionnant. Moi, je voulais vous demander de parler un peu de la langue de Louise Michel et de comment son goût de la liberté s'est traduit dans son écriture. Oui, c'est un paramètre très important, à la fois du point de vue de l'écriture de Louise Michel et du point de vue de la réception, parce que ça explique certaines choses. Louise Michel est visiblement non conformiste sur tous les plans, y compris celui de la langue. Donc, elle a un usage de la langue extrêmement décomplexé, si vous me permettez ce mot. Elle se sert du langage et elle s'en sert quelquefois avec une grande désinvolture. Cela lui a été souvent reproché. Mais ce n'est pas de la négligence, c'est plutôt l'idée que le langage lui-même est un matériau plastique. Et un matériau, si la commune n'est pas finie, le langage non plus n'est pas fini. Et le monde nouveau verra un langage nouveau. Il verra une terre nouvelle, un homme nouveau, une société nouvelle et un langage nouveau. Un langage nouveau qui aura pour particularité d'être universel. C'est là que Louise Michel rejoint toutes sortes d'utopies du langage qui veulent voir chaque langue particulière déboucher sur une sorte de langue ultime et universelle. Et cette langue universelle, Louise Michel l'essaie, en quelque sorte, à sa manière, en truffant son expression de mots étrangers. Je vous parlais des tramps tout à l'heure. Donc là, elle absorbe de l'anglais, c'est un moment. La chasse au loup, en fait, elle l'a écrit en Angleterre. Donc ça explique des choses également. Elle n'a jamais parlé anglais, elle a un peu écrit anglais, mais elle n'a jamais fait de tenue de discours en anglais. Mais visiblement, elle absorbe du vocabulaire et elle le régurgite, alors non pas sous la forme d'une langue anglaise maîtrisée, mais sous la forme d'une langue française truffée d'anglicisme et d'anglicisme souvent extrêmement inventif et poétique. Mais n'imaginez pas que sa manière de picorer dans la langue étrangère se limite à l'anglais. Et il faudrait être polyglotte pour bien lire Louise Michel. Il y a du russe déguisé, donc si vous n'avez pas quelques notions de russe, vous risquez de ne pas les voir, ou alors il faut vous procurer vraiment une édition annotée par un pauvre chercheur qui a cherché de tous les côtés pour identifier ces éléments à la fois rapportés et assimilés. Il y a du russe, il y a du chinois même, alors du chinois passé par les filtres de Louise Michel. Il y a toutes sortes de langues qui viennent se fondre. Il y a du kanak, évidemment, toutes sortes de langues qui viennent se fondre dans la langue littéraire de Louise Michel. Et c'est absolument passionnant à voir.
espèce de chaudron de marmite de sorcière où toutes les langues sont convoquées pour fabriquer une expression plus vivante et une expression surtout plastique, une expression qui manifeste la vitalité du langage. Et à travers ces inédits, on voit que Louise Michel, notamment les inédits encyclopédiques de Louise Michel, puisqu'elle avait un projet très, très ambitieux qui était de publier une immense encyclopédie, on la voit glaner des vocabulaires et des vocabulaires et des vocabulaires. Elle adore les mots, donc elle recopie des listes de vocabulaire. Alors évidemment, elle choisit certains mots, enfin, c'est tout à fait passionnant. Et de ce point de vue, si je peux ajouter juste encore un petit quelque chose, la Nouvelle-Calédonie était un véritable bonheur linguistique, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, il n'y a pas une langue kanak. Quand j'ai dit du kanak, c'est idiot. Il y a des kanaks. Je ne sais plus combien, il y a 40 tribus ou quelque chose comme ça. 40 langages. C'est passionnant. Merci beaucoup, Claude. Franchement, je crois que je traduis la pensée de tous. On a passé un moment merveilleux. Ça nous a ouvert des pistes de lecture nombreuses. Alors évidemment, il y a cette difficulté de l'accès aux œuvres, surtout ici au Brésil. Très peu sont traduites. Mais on va essayer, d'une part, de doter notre médiathèque, notre fonds d'acquisition. On a commencé à le faire. Et puis, alors, malheureusement, notre médiathèque aujourd'hui est fermée, mais un jour, nous reviendrons en présentiel. Et puis, d'autre part, on va vous envoyer à tous les participants, un ensemble de liens qui vont vous permettre d'accéder à des œuvres lorsqu'elles ont été numérisées. Merci à vous. C'était extrêmement agréable de pouvoir échanger. J'ai constaté que vous étiez de bons connaisseurs de Louise Michel et vos questions m'ont vraiment très agréablement surprise par leur pertinence et la manière dont elles allaient au fond de la problématique Louise Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais laisser le mot de la fin à Juliana, qui est l'organisatrice de ce club du livre et qui va nous parler du prochain rendez-vous. Juliana, à toi.